Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière et naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Abonne-toi pour être au courant des futurs épisodes et maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui, je vous présente Laetitia, Morgane et Anaïs. Elles vont nous parler de leur burn-out et comment elles ont sublimé leurs blessures, sur quoi elles se sont appuyées pour reprendre des forces, de l'énergie et sortir de là et aller de l'avant. Juste, je te préviens, il va y avoir de l'écho parce que j'ai enregistré cet épisode en mode real life. Donc on était chez les recoupettes et malgré le tissu qu'il y a autour, eh bien écoute, il y a quand même de l'écho. Ceci dit, ça n'enlève rien du tout à la pertinence du contenu et à sa qualité. Je te souhaite une très bonne écoute. Donc aujourd'hui, je reçois Laetitia de Les Recoupettes, qui est la fondatrice de l'association Les Recoupettes, qui recycle les arts du fil. Dis-moi si j'ai bien dit. Ouais, c'est ça. Pas écrabouiller ton. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas de souci. Oui, l'association elle s'occupe de récupérer tout ce qui est en lien avec les arts du fil. Donc ça concerne le textile, la mercerie et les machines. Et nous, on cherche une solution pour leur donner une seconde vie. Voilà. Et tu fais des ateliers aussi. Oui, on fait des ateliers de transmission, on fait de la transformation avec les bénévoles et on fait de la sensibilisation à l'extérieur par des prestations. Je peux venir avec mon matériel. Ou même sans, juste tes mains dans tes poches, ça suffit aussi. C'est très très bien. Quelqu'un, il va comme ça. On est là pour t'accompagner sur un projet, exactement. Ok. À côté, il y a Anaïs, notre photographe. Bonjour. Bonjour Anaïs. D'ailleurs, qui a son appareil? Donc si vous entendez des cliches, c'est Anaïs qui prend des photos. Du coup, je suis photographe essentiellement culinaire. En tout cas, c'est ce dans quoi j'essaie de me spécialiser en ce moment. Également du stylisme culinaire, tout ce qui concerne un peu la food, la création de recettes, etc. Et en parallèle, je suis aussi pâtissière. Donc j'essaie de combiner un petit peu tous ces métiers. Voilà. En gros, deux passions quoi. Tu Exactement. fais à manger des pâtisseries sucrées, super bonnes et tout. Ouais. Et ensuite, tu les prends en photo avant de les dégommer. Exactement. Okay. Et pourquoi il n'y en a pas sur la table? J'allais le dire. C'est quoi cette arnaque? J'ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, oh, je sais pas, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. J'ai loupé le créneau, désolé. Bah, elle a ramené l'appareil photo, c'est déjà pas mal. Voilà, mangez-le. Et ensuite, à ma droite, j'ai Morgane, qui est la fondatrice de Idylle Paris, qui est une marque de bijoux. Ouais, c'est ça. J'ai créé la marque Idylle Paris il y a 2 ans maintenant, enfin 1 an et demi. Et donc, c'est tous des bijoux en acier inoxydable et plaqué or, où j'ai une partie que je fabrique, une autre partie où je me fournis auprès de fournisseurs français. Et l'idée de la marque, c'est de proposer un univers poétique, authentique et responsable. Donc je vais veiller à ce que les matières que je vais utiliser soient responsables jusqu'au packaging. Ok. Et donc même si vous venez vraiment de 3 univers super différents, votre point commun, c'est que vous avez toutes vécu un burn-out. Et quelque part, c'est ce burn-out qui vous a orienté vers votre activité actuelle. Tout le monde est d'accord avec ça. Du coup, j'aimerais connaître votre définition de burn-out. Alors, comme je disais, pas la définition Larousse ou sociologique ou je ne sais quoi, mais vraiment ton ressenti à toi, comment tu l'as... comment tu l'as... T'as su que t'as fait un burn-out. Quand t'as su que tu l'as fait, quelle était ton émotion à ce moment-là? Comment tu l'as pris? La prise de conscience, comment elle s'est faite? Et quelle est la définition que tu peux lui donner? Alors, pour ma part, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là que c'était un burn-out. Pour moi, un burn-out, c'était vraiment le fait d'être surchargé de travail. C'était qui entraînait une dépression. Et voilà, je l'identifiais plutôt comme ça. Et je me suis rendu compte seulement cette année qu'en fait, à partir du moment où on va en pleurant au travail, on repart du travail en pleurant, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et que même si ce n'était pas forcément lié à la surcharge, c'était un ensemble, le fait d'être dévalorisé, etc., rentrer en compte et jouer clairement sur mon moral. Donc clairement,
j'ai fait un burn-out, je pense que j'en ai fait un par rapport à comment je me sentais à cette époque. Moi, ce que je dis toujours, c'est si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute en fait. C'est si tu dis je pense que, c'est qu'il était bien installé. Alors, un burn-out, c'est vrai qu'il est caractérisé par la fameuse phase de l'effondrement où voilà, on dit que tu peux soit faire un malaise, soit tu peux plus te lever le matin. Mais il y a tout un processus avant. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent avant la phase de l'effondrement. Elles ont quand même fait un burn-out parce qu'elles se sont adaptées à un stress pendant super longtemps. Et le fait de s'adapter à ce stress pendant super longtemps, ça laisse des séquelles, ça a des conséquences physiologiques et émotionnelles. Toi, tu dis que tu as été dévalorisé. Rien que ça plombe quelqu'un. Oui, totalement. Du coup, tu n'as pas besoin qu'on te ramasse par terre pour dire que tu as fait un burn-out. Le fait que tu ailles au boulot en pleurant et que tu rentres en pleurant, ça veut dire que tu es en mode stress toute la journée, tous les jours. Et ça, quand ça perdure dans le temps, ça fait les mêmes conséquences qu'un burn-out. Alors moi je m'en suis aperçue après le départ de mon chef dans mon ancien boulot, avec qui j'avais un lien très fort en termes de professionnel. Et il est parti du jour au lendemain. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des mois, mon sommeil était perturbé et j'avais beaucoup de problèmes de concentration, notamment en conduisant. Et de la tension. Et en fait, comme j'étais très formée aux fonctions exécutives, j'y étais très sensible. Et donc des problèmes de mémoire à court terme, de l'attention et de la concentration, notamment quand je conduisais, et des problèmes de sommeil. Et du coup, la boucle a continué de s'effondrer. Ce que j'attendais de plus en plus les vacances pour pouvoir me reposer et reprendre de l'énergie. Et en fait, j'y arrivais jamais. En fait, c'était reculer pour mieux sauter. Et voilà. Et en fait, j'ai continué ça pendant plus d'1 an. Et jusqu'à l'effondrement. Voilà. Toi, donc tu as été vraiment jusqu'à l'effondrement. Ah oui. Comment ça s'est manifesté? L'effondrement, quand j'ai eu 3 accidents de voiture en 1 semaine. Ah ouais. Mais ça va. Et un gros pétage de plomb du jour au lendemain. J'étais de plus en plus en colère. Et du coup, j'ai vraiment ce qu'on appelle vraiment péter un plomb. Et ma fille m'a filmé en fait ce jour-là. Parce qu'elle a eu vraiment très peur. Et elle l'a envoyé à sa grand-mère en disant il se passe un truc. Et du coup, j'ai été interpellée. Et là, je me suis dit bon, stop, je m'arrête. Et c'était le signal, quoi. Ouais, pour moi, ça a été le déclic qui a ouais, ça a été vraiment le déclic. Et du coup, comment tu définirais le burn-out? Comme une accumulation d'une surcharge physique et temporelle. Enfin, j'arrivais plus du tout à maîtriser mon temps, à maîtriser mon corps, à maîtriser mon esprit. Tout était au maximum et j'arrivais plus ni à baisser ni à augmenter. Et du coup, mon corps était en surcharge tout le temps. C'est ce qui explique, en fait, tes 3 accidents, c'était vraiment ta concentration, elle allait pas de crête. Ah oui, puis c'était à 8h du matin, donc à la rigueur, c'était le moment où j'étais censée être la plus attentive. Et puis tous les trajets où j'arrivais chez moi, je ne sais pas me rappeler ce qui s'était passé, comment j'étais arrivée jusqu'ici. Ça, c'était vraiment systématique. Ouais, des fameux pilotage automatique. C'était fou. Tu es tellement épuisé que c'est ton subconscient qui prend le relais parce que tu n'es pas capable de te concentrer de toute façon. Tu n'es pas capable de raisonner, fixer un point avec tes yeux, c'est compliqué. C'est vraiment le subconscient qui va tout faire à ta place. Et c'est pour ça que les accidents se sont produits. Parce que le subconscient, il est cool, mais... Et il n'y avait plus rien pour me régénérer, en fait. Ouais. J'avais plus de ressources. Puis les repos, j'imagine que ça passait en mode rumination et compagnie, du coup... Exactement. J'espère pas. Alors, pour ma définition, c'est exactement la même que Morgane. Dans ma tête, j'imaginais vraiment une surcharge de travail importante. Quelqu'un souvent qui a peut-être un gros poste ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça ressemblait à ce que tu disais, Morgane. Et alors, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai vraiment l'image du quarantenaire qui n'en peut plus, qui est à bout, qui voilà. Vraiment, c'était impossible que... Une jeunette pimpante comme moi. J'allais pas dire ça. J'allais dire dans ma tranche d'âge. Pour moi, ça semblait pas possible, et encore moins à un poste comme celui que j'occupais. Parce qu'en fait, du coup, j'étais dans le monde de la photo.
donc dans une grosse entreprise, et puis j'ai décidé de faire une reconversion qui n'a pas été au bout. Qui a été au bout, qui a été concluante, mais malheureusement j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai pas pu continuer à fond dans ce métier-là, qui du coup était la pâtisserie. Donc je peux pas continuer à plein temps, voilà. Par la suite, j'ai dû retourner dans mon entreprise. C'est comme ça que ça se passe après un FONGECIF. C'était très compliqué mentalement, parce que le burn-out était déjà en cours. Je ne le savais pas du tout. J'ai mis très longtemps à comprendre que c'était ça, et c'est d'ailleurs, on m'a fait la réflexion, c'est pas moi qui l'ai compris. C'est ton entourage qui t'a dit ça va pas? Alors non, en fait j'ai décidé de me prendre en main, parce que là ça allait vraiment plus du tout, j'étais arrivée à une phase de non-retour. J'étais tout le temps en colère, épuisée, j'allais au travail reculons. En fait, quand j'ai appris que j'allais devoir retourner dans cette entreprise, parce que ça allait mieux en pâtisserie, mais quand j'ai appris, déjà il y avait l'appréhension, la tristesse de ne pas pouvoir continuer dans quelque chose dans lequel j'avais mis énormément d'espoir, et puis la peur de retourner dans cette grosse entreprise où j'avais vraiment pas envie d'y retourner, de revivre un peu ce que j'avais vécu, d'autant plus qu'il y a des choses qui avaient changé en termes de management, etc. C'était déjà pas foufou. Donc je voulais vraiment pas continuer là-dedans. Et en fait là ça a été la chute totale. J'ai eu 2 longs mois d'arrêt avant d'y retourner. Je voulais vraiment pas, j'ai fini par y retourner parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis en fait j'ai commencé à développer des troubles de santé, des trucs vraiment pas chouettes. J'ai du coup fait un petit séjour de 3 semaines à l'hôpital. J'ai eu un suivi psy, etc. Et c'est à ce moment-là le psychologue qui lui-même m'a dit, à la fin du séjour, je crois qu'on aurait dû mettre l'accent sur le travail, parce que ça vient de là le problème. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'en fait les soucis assez importants que j'avais eu, je voulais pas y croire, et c'était vraiment lié à ça. Ça c'est quand même un bel effondrement, hein. Et puis il va faire un suivi psy, parce que là ça devenait très urgent, du coup j'étais mise sous traitement et tout, c'était un peu chaud, vraiment, et puis à la fin c'était nickel, ça allait beaucoup mieux, et j'ai eu de la chance. Mais de la chance, t'as bossé, oui, j'ai travaillé pour. Non, j'ai travaillé pour, mais quand je vois l'état dans lequel j'étais, j'ai eu de la chance que ça soit rapidement terminé. Tu es retournée à ton taf parce qu'il fallait. Oui. C'était plus du tout quelque chose que tu voulais faire. Après, je ne sais pas comment ça se passait sur place, est-ce que l'ambiance a été cool ou non, mais rien que le fait de faire un boulot avec lequel on se sent plus du tout aligné, t'es contre toi. Au quotidien, t'es en mode conflit de valeurs internes, et ça ne peut pas aller. Et du coup, toi, c'était très psychologique, et ensuite, tu l'as exprimé, tu l'as manifesté avec des troubles alimentaires, et bim, mademoiselle, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et elle te dit, parce que attends, hein, elle me dit, je suis pas sûre d'avoir fait un burn-out, je sais pas si c'est. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, parce que pour moi, j'avais pas du tout le profil. C'est ça, j'avais pas le profil. Et en fait, il n'y a pas de profil. Ah non, pas du tout. C'est ce que j'ai compris beaucoup plus tard. Parce que du coup, cette idée-là, j'imagine, ça va même pour vous deux. Pour vous, un burn-out, faut être cadre dans la C'est la communication qu'on a pu voir, en tout cas. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment renseigné sur ce que c'est qu'un burn-out et à quel moment, parce que le but c'est pas de tomber dans le burn-out, donc à quel moment sont les premiers signaux et à quel moment il faut se réveiller et se dire stop quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on associe souvent le burn-out. Je pense que c'est un peu à cause des suicides qu'il y a eu, mais on a l'impression qu'il faut être cadre dans une grande entreprise, avoir au moins 50 piges et plein de têtes. Le souci c'est qu'on en entend parler uniquement quand c'est ce type de situation en fait. C'est à partir de là où on en parle, donc c'est là où forcément on associe à ça. Et tu dis donc j'arrive pas à ce stade, oh ça va. Moi je cochais la case de la quarantaine, donc je pense que j'étais bien dedans. En plus toi t'étais dans l'éducation, donc en plein dedans aussi. Exactement. Avant c'est vrai que ça a commencé par les soignants, ensuite c'est parti vers les enseignants, et là depuis quelques années ils ont dit que non. Tu peux même élever des chèvres, que tu pourrais faire un burn-out, il n'y a absolument aucun rapport. Tu peux avoir 18 piges comme tu peux en avoir 56. Il y a des profils en termes de personnalité, on va dire que des paresseux sont très loin du risque burn-out, quoi. Mais si tu es impliqué, passionné et que tu as quelques petites pensées comme quoi il faut être endurant dans la vie, résister quoi qu'il arrive, généralement c'est ça qui te fait tomber dans les pièges. Et donc, pour Laetitia, on a su un peu son déclic. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que là c'est fini. Finalement, c'est ta fille qui s'est rendue compte à ta place.
et qui a mis, comment on dit, qui a tiré la sonnette d'alarme. Et pour toi, c'était comment? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que là, c'était pas normal? Il fallait se bouger les fesses et prendre soin de soi et faire autre chose. Alors, ça s'est dégradé en juin dans mon entreprise. Là, j'ai commencé à me prendre plein de réflexions, etc. Ça s'enchaînait et il n'y avait pas de raison. Enfin, honnêtement, mon travail était fait correctement, il y avait des résultats, tout le monde était satisfait, mais bizarrement, les managers, patrons, non. Et donc ça s'est dégradé petit à petit. J'en parlais quand même souvent avec mon copain, avec ma famille, parce que j'étais frustrée, j'en avais un peu marre et je perdais confiance en moi petit à petit. Mais autant mon copain, au quotidien, il le voyait parce qu'il voyait bien que déjà, il était 20h, je recevais des messages, il fallait que je me connecte, que je retravaille. Le week-end, il fallait que je sois disponible, mais par contre, j'étais pas payée en heures supplémentaires, j'étais pas non plus payée pour le week-end, donc je débordais énormément et mon copain, lui, il voyait que ça. Mes parents commençaient aussi un peu à le voir et un jour, un week-end, je suis chez mes parents. J'ai mon PC ouvert, je reçois un mail et je me dis allez, je vais regarder parce que de toute façon j'avais pris le rythme en fait de travailler tout le temps sans que ce soit des horaires de travail ou pas. Et là c'était un mail, c'était point par point. Il y avait une dizaine de tirés et c'était ça va pas, ça c'est pas bien, ça va pas, ça t'es nul. Enfin c'était pas t'es nul mais c'était exactement ce que ça traduisait. Et j'ai lu le mail et là je sais pas, il y a tout qui est monté d'un coup. J'ai dit j'en peux plus, je me suis mise vraiment à m'effondrer. Et là, mes parents m'ont dit c'est plus possible. En fait, ma mère, elle a lu le mail. Elle travaille dans une grosse entreprise, donc je veux dire, elle sait ce type de situation. Mais là, c'était inadmissible. Et clairement, on était sur du harcèlement moral. Et là, ils m'ont réveillée en me disant non, c'est pas acceptable. Là, maintenant, il faut que tu fasses un point avec eux. J'ai fait un point avec eux. Ça a été compliqué parce que ils voulaient rien entendre. Il y avait j'étais deux patrons. Comme c'était dans une start-up, donc c'était directement avec les patrons, mes managers. Et ils voulaient rien entendre. Ils se renvoyaient la balle en disant non, de toute façon, faut que tu apprennes à travailler avec, machin, enfin bref. Et au bout d'un moment, je dis moi je veux une rupture conventionnelle parce que je peux plus travailler comme ça, c'est plus possible. Ça a été accepté et là, j'ai relâché la pression. Mais je pense que j'arrivais vraiment, je craquais déjà, mais là c'était vraiment, il était temps en fait que ce soit accepté et là ça s'est fait assez vite. Une fois que ma rupture a été signée, j'ai soufflé, je me suis dit c'est bon, je vais m'en sortir, je vais partir de là. Et j'avais peur de retrouver un travail et tout parce que je me suis dit c'est peut-être moi aussi qui ai un problème avec le management en entreprise et tout ça. J'ai peut-être du mal avec des ordres ou des choses comme ça. Peut-être qu'aussi je prends trop à cœur les choses, etc. Mais je me suis dit on tente quand même, repostule assez vite pour ne pas rester là-dedans et trop me renfermer et du coup prendre encore plus de stress. Et là j'ai retrouvé une entreprise. Ça a été difficile les premiers mois parce que j'avais du mal à refaire confiance, j'étais hyper sceptique, j'analysais beaucoup le manager en fait. Et finalement, je suis tombée dans une équipe géniale. Et là, en plus, d'Idyl, je suis toujours dans cette entreprise. Et franchement, j'adore mon équipe. Elle me valorise. Elle me réentraîne en fait. Et j'ai presque oublié cette mauvaise phase parce que ça a été tellement, ça s'est enchaîné. Mais je suis passée tellement du pire au meilleur que du coup, ça m'a donné envie d'aller de l'avant. Et puis après, le fait d'enchaîner sur Idyl, ça. Et voilà, du coup, Idyl, comment ça s'est mis en route? Comment tu t'es dit? Parce que là, il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase, les parents, encore une fois, donc c'est l'entourage qui a dit ça va pas, sinon toi, peut-être que tu allais dormir et puis repartir au boulot tranquille le lendemain. Ouais, c'est ça, parce que on se rassure en se disant quand même qu'on a un poste, on a un travail, on a notre salaire, etc. C'est vrai qu'il y a des attaches comme ça, un peu la sécurité, quoi. Donc les proches, c'est ce qui fait que tu te dis ok, si je me retrouve dans la merde, au pire, ils sont là pour m'aider et ça va aller. Ouais, donc quelque part, heureusement qu'ils étaient là pour te rassurer, peut-être que toi toute seule. Ouais, donc clairement, je pense que toute seule, je pouvais encore continuer comme ça jusqu'à totalement exploser à mon avis. Et du coup, ensuite, bim, t'as trouvé un autre boulot qui, lui, ça se passe très bien. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait dire Ça faisait longtemps que je voulais lancer ma marque et j'ai toujours été hyper entreprenante de caractère et j'avais envie de me lancer. Je me suis dit, c'est l'occasion. Et puis le fait de le faire aussi en parallèle de mon entreprise, me retirer une source de stress, je le faisais tranquillement à mon rythme et tout. Et ce qui m'avait animée dans le travail qui a mal fini, c'était justement qu'il y avait tout à construire. C'était le démarrage en fait d'une entreprise.
Et j'avais vraiment adoré ça et je me suis dit, c'est du gâchis en fait d'en être arrivé là parce que il y avait tellement de choses à faire et c'est tellement dommage que ça se soit terminé comme ça. Donc c'était aussi un moyen pour moi de rebondir et de me dire tout ce que j'ai pas pu faire, ce sur quoi j'ai pas été valorisée et au contraire j'ai été dévalorisée, je vais le faire. C'est bien parce que quelque part le fait de relever comme ça des défis, ça explose l'estime de soi et ça te permet ça booste en fait, ça te donne encore plus envie de faire des choses. Ouais, totalement. T'es pas là en train de ruminer, je suis trop naze, je suis trop nulle, je sais pas faire. Non, c'est cool. Est-ce que tu penses que la créativité y a joué? Le fait que ce soit fabrication? Totalement, parce que quand on crée soi-même, forcément à la fin on est fier de soi parce que la création ça demande du temps, faut se concentrer, faut faire des recherches, etc. Talent. Même pas forcément de talent, mais parce je pense qu'il faut juste trouver la bonne activité qui se colle à soi, donc c'est ça, mais je pense que ça aide forcément à s'en sortir. À côté, je fais beaucoup de danse et ça demande aussi de la créativité, le fait de créer une choré, etc. Et c'est pas une fois qu'elle est créée, c'est un échappatoire et on est super content. Enfin, je pense que le fait de se concentrer sur quelque chose et le construire soi-même, le fait de passer toutes ces étapes qui sont difficiles, mais on sait l'objectif et on sait que derrière ça va nous aider, et arriver à atteindre cet objectif et se dire waouh, toutes ces galères là, je les ai faites et aujourd'hui je suis fière de moi, j'en étais capable, je l'ai fait, et derrière on a quand même de la reconnaissance aussi parce que nos proches le constatent, nos clients si c'est une activité professionnelle, etc. Donc clairement. Ouais, c'est le fait de voir tout le processus du début à la fin et voir l'objet final qui concrétise un peu toutes tes compétences, tout l'amour que tu as mis dedans. Donc déjà rien que l'objet en lui-même il te renvoie de la reconnaissance, en plus après le regard de l'autre, après faut quand même se détacher du regard de l'autre, mais ça fait toujours plaisir quand on te dit c'est trop beau, c'est trop bien. Et d'ailleurs en parlant de création et de choses comme ça qui prend du temps et qu'on voit fini à la fin, je rejoins l'art du fil qui est pas mal lui aussi en termes de créativité. C'est vrai, pourquoi l'art du fil? Pourquoi la couture? Pourquoi la couture? En fait parce que dans ma phase d'effondrement, ce qui m'a maintenu la tête hors de l'eau, c'est de faire de la surjeteuse toute la journée. Moi ça me met dans un état de conscience, de semi-conscience on va dire. Et du coup, j'en avais besoin, c'était devenu ma nouvelle drogue. J'avais besoin de créer tous les jours, de faire quelque chose de nouveau, etc. Et du coup, de ça, on est venu plein d'idées autour de la transmission. Et parce que je touchais à de plus en plus d'art du fil, je me sentais capable de le transmettre aussi. Donc de la couture je suis passée au crochet au tricot à la broderie, et toute cette grande famille faisait que moi ça tissait du lien avec des générations antérieures et postérieures, et j'aimais l'âme des tissus, les histoires, et du coup tout ça s'est entremêlé et j'avais envie d'un projet qui soit à la fois collectif parce que j'aime travailler en collectif. Et qui soit une sorte de preuve que l'économie peut fonctionner autrement que par la lucrativité à tout prix. Et du coup, j'avais besoin de mettre toute mon énergie dans un projet qui me ressemblait, qui avait des valeurs importantes pour moi. Et en fait, du coup, j'ai vraiment mené ça au fur et à mesure. Alors, ça a pris quand même un peu de temps, déjà pour que je me remette, moi. Et ensuite, pour me former. Mais moi, j'avais besoin de me nourrir, en tout cas. Et ça me nourrissait. Et après, de transmettre à d'autres personnes. Et puis, si ça peut permettre de toucher d'autres personnes. Je ne l'ai pas fait dans le but de toucher. Mais en fait, le retour des expériences, ça a été ça. Ça a été mais ça me permet d'aller mieux. Et forcément, tu te rends compte que tu touches une catégorie de femmes, clairement, majoritairement, qui, grâce à la couture, grâce aux arts du fil, reconstruisent quelque chose
et se reconnecte à elle-même. Donc du coup, même si moi je cherche pas du tout à faire de la psychologie ou quoi que ce soit, au contraire, j'essaye de m'en prémunir. C'est moi tranquille. Ouais, c'est ça. C'est voilà, chacun son histoire. Moi, je peux plus en fait. Une des conséquences de tout ça, c'est que je ne peux plus engendrer les émotions des autres parce que c'est devenu insupportable et que je les vis à leur place. Donc voilà, ça c'était une conséquence. Mieux me connaître là-dessus. Donc il y a une barrière qui va se mettre à un moment donné. Mais elles en parlent ainsi et tant mieux qu'elles puissent en parler et qu'elles puissent que ça puisse leur servir, quoi. Donc, quelque part, même si tu ne fais pas de développement personnel en enseignant la couture, le fait de transmettre le savoir-faire, donc coudre et compagnie, t'apprends aux nanas à rentrer en semi-conscience, comme tu dis, et à devenir addictive par la suite, elles aussi. En fait, tout ce qui est art du fil, donc tout ce qui est broderie, tricot, couture, ça active les mêmes hormones que le yoga. Donc, c'est des hormones de bonheur. Donc, tu ne peux qu'être bien dans ta peau, et vu que c'est des hormones de plaisir, tu deviens addict à ça. Et tu recherches tout le temps, tu recherches cette sensation-là. Et plus tu es en bien-être, plus tu es bien-être. C'est ça. C'est pas comme si tu prenais de la coke ou je sais pas quoi. Il n'y a pas d'effet indésirable en fait. Non. C'est tes hormones à toi. Tant que tu continues à les nourrir, ne pas les surcharger, mais tu continues à les nourrir, tout va bien. Ouais. Donc, et moi, ça m'a vraiment permis de répondre à ce besoin d'être active et de faire des choses. Avant, c'était en réfléchissant à mes séances avec les enfants, etc. Là, maintenant, ça va être en faisant des choses avec mes mains, mais qui sont plus faciles dans la vie de tous les jours, quoi. Enfin, on va moins te reprocher de faire du tricot devant la télé que de te répondre à des mails ou voilà. Ah non, moi j'allais dire que de sortir la machine à coudre et faire ça jusqu'à minuit ou 1h du matin, ça passe moins. Ouais. Ça passe moins bien que le tricot. Du coup, en fait, dans les arts du fil, tu peux passer d'un truc à un autre. En fait, tu peux t'adapter à toutes les situations. Du crochet, tu peux le faire au métro. Dans ta file d'attente, tu peux sortir un truc et voilà. Tout à fait. Et du coup, moi, ça m'a permis de me reconnecter au monde et aux gens parce que je m'étais complètement isolée. Et de retrouver comme ça des contacts petit à petit. Quand on te voit tricoter ou coudre, enfin pas coudre, broder, ou faire du crochet dans la rue, on vient de parler. Non, ça va être plutôt un moment où j'ai besoin de me concentrer sur moi. Donc c'est mieux de ne pas venir me déranger. Laissez-moi tranquille. En général, si on me voit me mettre à coudre ou quoi que ce soit, c'est que j'en ai besoin. Et du coup, c'est un besoin d'attention. Donc tu l'utilises vraiment comme un anxiolytique au final. Exactement. Pour moi, c'est ce qui m'a permis d'arrêter les anxiolytiques. Ouais. C'est vraiment une très bonne alternative. Ouais. Pas mal. Il y avait l'alcool, la drogue. J'ai choisi la couture. J'étais un dealer, mais j'ai trouvé un magasin. J'ai trouvé un dealer de fil. C'est des dealers de bien-être. Et aujourd'hui, avec les recoupettes, parce que là vous voyez pas, mais devant moi il y a il y a, comment on peut rappeler ça? Un mur de possibles. Il y a plein de caisses, des casiers, des paniers, donc tu as du tricot, tu as des fils, tu as du tissu. Et dans ta tête, c'est rangé ou pas? Oui. Donc je te dis, donne-moi un truc, tu sais où est-ce qu'il est. C'est costaud, il y a plein de bric-à-brac un peu partout. Et j'imagine que chaque chose a son utilité. Exactement, c'est comme dans ma tête. Nous sommes accueillis chez toi, Laetitia. Oui. On est dans ton local, les Recoupettes à Lille. Et donc, on est juste à côté de quoi, de où? On est entre le métro République. On est dans le triangle République, Lille Flandre, mairie de Lille. Et on est juste à côté de la médiathèque Jean Lévy. Et du coup, pour ceux qui connaissent. Il y a le site internet. Exactement. Et surtout les réseaux sociaux. Donc Laetitia, notre dealer de bien-être, si vous voulez venir prendre votre dose, elle est à Lille. Alors maintenant, si vous êtes loin de Lille, je suis sûre qu'il y a plein de choses comme ça un peu partout dans le monde, et qu'il faut juste trouver son petit nid douillet où on vient se ressourcer, parce qu'au final, c'est ça. Faut juste passer le pas. Moi perso, je préfère venir coudre ici dès que je pourrai que de coudre toute seule chez moi, déjà parce que je maîtrise pas des masses
Et puis, c'est pas la même ambiance hein, quand Ça n'a rien à voir. t'es avec d'autres drogués que toi. C'est ça. Et donc, toi, Anna, dis-nous. Parce que toi aussi, t'es dans un studio, t'es avec des gens, Oui. t'es pas toute seule. Oui, et ben pendant ma reconversion en pâtisserie, même si la fin était un peu dommage du fait que je ne puisse pas continuer dans une pâtisserie vraiment, j'ai eu beaucoup de chance sur la fin de cet apprentissage. J'ai rencontré Je vais la taper avec j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai, j'ai de la n'existe chance. pas. Non, ça Dans mon n'existe malheur, j'ai eu de la pas. chance. Non mais si, je crois beaucoup à l'étoile qui est au-dessus de ma tête Ah, et tout ça, parce que mais c'est vrai. Je trouve que c'était franchement mal parti quoi. Voilà, si c'est ce que tu veux entendre, c'était carrément mal parti. Et j'ai réussi à trouver des petites doses de petits shoots de bonheur par-ci par-là. Ah, c'est tout. J'ai réussi, voilà. Exact. Voilà la phrase exacte, c'est que tu t'es ressourcé avec ce que tu Avec mon avais. étoile, donc c'est T'as comme ça. utilisé ce que t'as trouvé autour de toi. L'étoile, des barres de rire, rien du tout. Non mais quand même, j'ai eu beaucoup. J'arrête de le dire. Donc pendant ma formation, donc j'ai rencontré deux nanas absolument géniales qui sont dans un studio sur l'île et qui sont pâtissières et photographes culinaires. Caroline et Rachel se reconnaîtront forcément. J'ai pu découvrir du coup un peu l'univers de la food à travers la photo, la conception de recettes, etc. Et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que ok, je peux plus continuer en pâtisserie à fond, et ben c'est pas grave, on va faire autre chose et on va mixer les deux métiers, le nouveau et l'ancien. Donc je suis partie dans cette voie-là et honnêtement ça a tout changé. Entre-temps, il y a eu du coup mon retour au travail qui a été hyper rude avec ce petit passage hospitalier, etc. Donc hyper chaud, et puis j'ai fini par réussir à partir de l'entreprise où j'étais. Du coup, plus ou moins grâce à mes problèmes de santé, si je puis dire, j'ai pu avoir un licenciement pour... je sais plus comment on appelle ça. Pardon, j'ai dit un gros mot. Un licenciement... Alors, incompatibilité professionnelle, c'est ça? Ouais, ça aurait pu. Non, mais punaise, je suis tellement en train d'oublier cette période que Sarah qui vient poser des questions et qui me saoule. j'en oublie ce terme. Mais en gros, voilà, c'était pour maladie pro. Ouais. Et plus, mais on dira rien. Enfin, c'est ce qu'on a dit à l'entreprise, en gros. Mais en gros, voilà, c'était pour maladie pro. Et du coup, j'ai pu partir comme ça et correctement. Et pas en me mettant forcément dans des soucis d'argent, Ouais, etc. ouais. Ça aurait pu aller très très vite. Donc par la suite, création de boîte, etc. Et les filles avec qui j'avais hyper bien matché m'ont dit qu'il restait une place dans leur bureau et qu'elle était pour moi si je voulais. Donc ni une ni deux en fait, hein. Dès que j'ai pu, j'ai été là-bas et c'est trop cool depuis. Enfin honnêtement. Donc moi je n'en vois pas la chance. Hein. T'as saisi des opportunités, vrai ou pas? Vous me dites. Hein. C'est ça. Tu t'es entouré de bonnes personnes. Bah ouais, t'as décidé de. T'as appris à te connaître, Oui. connaître tes besoins et Non, connaître tes c'est compétences. C'est ça. Bah ouais. Mais à force, on croit que c'est de la chance. Non. Donc, mais oui, j'ai réussi à saisir les Bah opportunités. oui. il faut s'attribuer, alors, je sais pas si ça se dit, mais c'est ça, il faut s'attribuer le mérite, quoi. Il faut te dire que non, si t'es là aujourd'hui, c'est grâce à toi, et c'est tout. Toi, tes talents, tes compétences et surtout tes décisions. Ah, mais ça, tu c'est dis, dur. Mais c'est Tu restes évident, ouais. authentique et voilà. Et humble, du coup, c'est compliqué. Et c'est pas se la péter, hein. Non, je sais, mais. C'est des faits, Non, c'est c'est de un la confiance en constat. soi qui reste à acquérir. Je pense, on va pas se mentir. Voilà. On va dire les choses. Il reste quand même quelques petites bases à prendre en plus. Vous pourriez faire les finitions. Voilà. Mais on y va step by step. Ça. Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui c'est bon, c'est cool, je suis bien, je suis là où je dois être? Bah oui, déjà ça. J'ai appris à mieux me connaître en tout cas, ça c'est sûr, et Ouais. à connaître les limites, les possibles et les limites. Après, il y a une fragilité qui est vraiment présente et je pense que je l'aurai pour toujours, mais j'arrive à vivre avec. Et peut-être qu'il y aura des moments de rechute, mais en tout cas je suis prête à l'accepter et de me dire t'as le droit aussi d'être faible à certains moments. Et c'est pas grave, ça fait partie de moi, et ceux qui
qui m'aiment et qui me connaissent accepteront ça. Et puis après, sinon, ça fait du tri. Exact. De toute façon, être épanoui, avoir une vie heureuse, ça ne veut pas dire que jamais de la vie, on est mal dans notre peau. Hein. Ouais. Non. C'est au contraire, c'est ok, là, je suis pas bien. Je vais pas m'effondrer, je vais accepter le truc, je vais mettre en place une nouvelle stratégie, je vais m'en sortir, je vais sortir mon tricot, je vais me mettre en pause, je vais prendre une vraie phase de récup, parce que je me connais, blablabla. Et j'arrive à m'arrêter juste avant la limite. Ouais. J'arrive même à m'arrêter bien avant. Je peux même anticiper les événements négatifs. Mais ça veut pas dire qu'être épanoui, c'est être pump up positif du matin au soir. Non, pas du tout. Hein. Et je dirais même que finalement, le burn-out, il t'a appris à te connaître. Et du coup, aujourd'hui, tu arrives à esquiver les pièges dans lesquels tu tombais avant. Est-ce que tu lui en veux quand même? Non, je le remercie aujourd'hui. Merci, burn-out. Non, mais il y a une phrase un jour, on m'a dit finalement tous les échecs c'est comme un cadeau qu'on se fait à soi. Et en effet, maintenant je suis capable de dire que même si c'était compliqué, c'est un cadeau et c'est un cadeau que la vie m'a permis de comprendre pour pouvoir continuer à avancer. Alors si vous deviez conclure, peut-être un conseil tout simplement. Imaginons toi par exemple, tu retournes dans le passé, un peu avant le mail, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Une chose que je me dis, c'est que maintenant, si je me sens pas bien à un endroit, peu importe, j'attends pas forcément de pleurer pour partir, mais si ça matche pas, il y aura quelque chose ailleurs qui sera mieux pour moi, plus adapté. Donc dans ce cas, je prends confiance, du coup, je quitte et je pars sur une autre aventure, quoi. Et je me berge. Ouais, C'était quoi ce truc? On dirait que t'as meuglé, quoi. Je discute plus avec des adultes. Hein. Je précise quand même. C'est vrai, faut le dire. Du coup, là, je me lâche. Donc, tu te dirais, à toi du passé, là, qui résistait et ça va qui pas, te prenait comme ça sur elle, tu lui dis, vas-y, casse-toi. Ouais, il y a mieux ailleurs. Tu vois que tu n'es pas bien à un endroit, parce que bon, après, faut évidemment essayer de comprendre un petit peu ce qui va pas et tout, mais si ça va pas, faut bouger, quoi. Il y a trop de belles opportunités ailleurs pour rester dans un truc qui ne nous convient pas, quoi. Moi je dirais stop, arrête-toi, écoute. Écoute quoi? Écoute qui? Écoute-toi. Exprimer ses émotions, ne pas tout garder et ne pas hésiter à parler en fait quand ça va pas, parce que si ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à ça. Il n'y a pas de mauvaise situation. On en revient à ça, mais non, faut pas hésiter à demander de l'aide si on sent qu'il y en a besoin, qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup besoin. Franchement, merci beaucoup. C'était vraiment super, parce que c'est une première pour moi. C'était vraiment cool, j'ai bien apprécié, on va refaire ça. J'étais ravie d'être tes cobayes. Ah, muchas gracias. Je précise quand même que nous faisons partie d'un gang, donc dédicace à Emily, un gang d'entrepreneurs lillois qui s'appelle... Ça fait vraiment braquage. Le papa, il me dit toujours, c'est quoi en fait votre trafic? Vous dealez quoi? C'est quoi la contrebande? C'est limite, c'est quoi votre niche? Mais dans la mafia, vous êtes où, hein? Voilà, on est dans le bonheur. Donc oui, nous faisons partie du gang des Lilloises, qui est un groupe d'entrepreneurs, voilà, qui s'entraident. Et j'aurai l'occasion de vous présenter d'autres collègues du gang des Lilloises. Si je devais récapituler l'épisode avec les citations des filles, je dirais te connaître pour savoir t'arrêter, dire stop, lâcher prise quand t'es près de la limite, relever des défis pour te revaloriser parce que le burn-out, ça détruit l'estime de soi, transmettre si celle-ci fait partie de tes valeurs, te lancer dans une activité créative, manuelle, parce que tu vas voir tout le processus d'élaboration et tu auras le produit final qui sera physique et palpable et qui va concrétiser tout un tas de compétences et de talents et que tu pourras en plus utiliser comme un anxiolytique. Revoir la notion d'échec, notamment le burn-out, le voir comme un cadeau qui t'a permis de tirer la sonnette d'alarme en disant là stop, ce que tu fais n'est pas adapté pour toi, il va falloir changer de stratégie, changer de boulot, changer la façon de
de vivre tes journées et changer ton rapport à l'autre aussi. Sauter sur les opportunités, savoir profiter des shoots, des petites doses de bonheur par-ci par-là pour te ressourcer sans tomber dans l'égocentrisme. Eh bien, reconnaître quand même tes compétences, reconnaître tes facultés et enfin demander de l'aide, ne pas avoir honte, ne pas se sentir coupable. Mais il faut savoir que lorsque tu es en burn-in ou en burn-out, c'est très difficile de s'en sortir tout seul. En résumé, ça revient au titre de l'épisode. Écoute-toi, exprime-toi, casse-toi de là et demande de l'aide. Merci plus pour ton écoute. J'espère que cette interview t'a apporté un éclaircissement. Peut-être que tu t'es reconnu dans l'un des discours et peut-être que ça t'a motivé à aller de l'avant. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Dis-moi ce que tu en as pensé de l'épisode. Si tu veux qu'on parle de ta situation et voir ce que tu peux mettre en place, réserve ta séance découverte. Partage le podcast avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Sinon, d'ici là, on se capte sur Instagram pour le live hebdomadaire et je te dis à la semaine prochaine. On parlera des différentes formes de burn-out, ses différents types et sa place dans notre société actuellement. D'ici là, surtout, n'oublie pas de booster ton feeling good.